Salut tout le monde, hello hello. Ok, on va attendre un petit peu. On va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. À savoir, c'est la V2 du live. La dernière fois, on avait commencé à coder sur Django une petite application web, à savoir un e-commerce, le backend d'un e-commerce. On a réussi à générer des produits fictifs et avec ces mêmes produits, grâce à des requêtes HTTP, on a réussi à les afficher sur notre front. Hein. Sur notre front, un fichier bien défini. Euh, du coup, on va pouvoir commencer. Et je vais quand même attendre une petite minute, comme ça laissera le temps à certains de se joindre à nous. Ok, let's go. Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui veulent voir et qui savent pas trop sur quoi je parle, je vous invite à revoir mon ancien live coding qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez revoir ce qu'on avait fait et l'objectif de ce live, encore une fois, c'est de vous montrer et de vous faire comprendre la puissance de Django, en gros à quel point on peut développer rapidement, facilement des applications web solides, sécurisées et qu'on peut lancer très rapidement. En gros, tout est fait pour qu'on développe solidement et rapidement. Voilà, donc là j'ai pris l'exemple d'un e-commerce, mais franchement pour les C22 et les prochains cohortes, je vous déconseille de faire un e-commerce pour vos projets portfolio. Honnêtement, ayez un peu plus, j'aimerais bien que vous ayez un peu plus d'imagination. Essayez de réfléchir un petit peu, d'identifier peut-être un besoin quelque part, que ce soit par rapport à votre vécu, à votre entourage, soit de construire vraiment une application en partant de rien, mais genre ne pas se contenter de faire un petit projet juste pour valider son année sur Battle, mais essayer de développer un petit projet en partant de rien que vous pourriez développer bien au-delà de Barton, vraiment. Et ce sera vraiment un petit plus sur votre CV. Ça pourra vous faciliter la recherche de stage, d'alternance, de trouver un travail plus tard. En gros, de développer de A à Z une application et de la mettre sur le marché. Ok. Ok. Bon on peut commencer. On va faire un petit récap de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, à savoir, j'avais créé un environnement virtuel que j'avais appelé e-commerce. Ok. E-commerce, c'est hyper important quand on développe des applications en Python ou autre de travailler sur des virtuels environnements. Pour ma part, j'utilise un cas virtuel et en fait, ça permet de désoler le développement de votre application. Et en gros, en fait, vous allez perdre beaucoup moins de temps à résoudre des conflits de version, de modules, etc., etc. Si vous travaillez pas avec un environnement propre à chaque projet que vous développez, il se peut que vous ayez, pas il se peut, c'est sûr que vous allez avoir des conflits de version et trouver la bonne version pour tous les projets dans lesquels vous êtes en train de bosser ou de développer. Ça, c'est une mission, j'ai pas envie de dire impossible, mais c'est dur, pas d'en arriver jusqu'à là. Il suffit juste de travailler avec des environnements virtuels. Ok. On avait appelé comment e-commerce, je crois. Ouais. Ok. On va lancer notre VS Code.
Ok, ok, ok. Alors, comme je crois que je voulais importer Visual QSN Form. Ok, alors, on va lancer le serveur. J'utilise PS, mais en fait, pour lancer un serveur, c'est Python. On développe sur Django, c'est Python manage.py run server. Comme j'utilise des alias, je développe souvent sur Django. Évite de taper de longues commandes. C'est bien, c'est pratique les alias. On va lancer là. On va aller voir notre serveur. Ok. Ok, ok, ok. Bah, c'est ce qu'on avait fait. On avait généré, si je me souviens bien, avec un petit script. On a utilisé la base commande qui permet, ça fait partie de l'ORM de Django qui permet de gérer son application, mais en gros un peu comme via, via en ligne de commande, un petit peu, en gros, en quelque sorte. En gros, on a utilisé le module Faker pour générer des faux produits. Ensuite, on a fait une seule migration. On avait le dossier migration, bah, et en fait, qui permet de refléter. En gros, on a commencé par coder notre modèle de produit, de commande, etc. Nom, produit, etc. Description. Et en gros, une fois qu'on a fini, bah, avec on fait Python, avec Python Manage, on fait des migrations, ce qu'on appelle des migrations. Voilà, Mac migration. Et en fait, vos modèles, tout ce que vous faites, les modèles, votre modèle utilisateur, vos produits, peu importe ce que vous avez dans votre modèle.py, bah tout ça, il se reflète grâce à l'ORM de Django, il se reflète directement sur votre base de données. Donc il va faire des requêtes, il va faire pour vous parce que quand on parle de ORM, je crois que c'était le projet de la semaine dernière. Quand on parle de ORM, c'est c'est en gros on utilise un ORM, ça parle en fait, ça parle Python et ça parle SQL, d'accord? Donc vous allez coder en Python et l'ORM en question, il va traduire vos instances d'objets, d'accord? Il va les traduire en requête SQL, passer directement à la base de données. Ok, ça c'est l'avantage de travailler avec un ORM de Django. Et nous, en tant que des développeurs, bah, en fait, on n'a pas à gérer ce genre de requêtes, à la création de tables, la gestion de tables, la recherche, le drop, le alter, le flush privilège, etc., etc. On se concentre directement sur le développement pur. Ok. Et donc, en fait, quand vous faites une migration, bah, ça génère, on l'a vu, hein, ça génère un dossier migration et chaque fois vous avez un 001 initial.py, d'accord? Donc, en fait, en gros, c'est les coquilles de chaque migration. Quand je dis coquilles, en fait, on peut revenir à des migrations ultérieures. Admettons, on a développé un grand projet assez complexe, on a fait plusieurs migrations, d'accord? Et plus on développe, plus on fait des migrations pour mettre à jour notre produit. Or, d'un coup, on décide de se mettre à une version ultérieure. Ah bah tiens, comment je fais? Bah, il suffit de revenir à la migration, de mettre Python Mac migration et de rentrer l'intitulé du fichier pour appliquer cette migration, la version du projet à laquelle on souhaite revenir. D'accord? C'est comme si vous êtes sur GitHub, vous avez pushé un truc, vous avez fait n'importe quoi en local et vous voulez vous mettre à jour par rapport à votre GitHub. À ce moment-là, on met un git stash. Git stash, bah, il reflète l'interface, ce qu'il y a sur GitHub à votre machine locale. Ok?
Et pareil, bah, quand vous utilisez Git Stash, bah, vous avez Git List Pop, bah, ça permet en fait de revenir, de manipuler ce stash là, d'accord? Donc en fait tout ça c'est pas perdu, c'est encore là. Ok, qu'est-ce qu'on avait fait ensuite? Moi je voulais commencer la dernière forme. Ouais, du coup on avait aussi l'interface, on a vu l'interface admin hein, à partir de nos modèles, d'accord, qu'on avait fait ici. On a été visiter l'interface admin. Du coup, on a vu, hein, Django il offre une interface. Je crois que j'ai pas démarré le serveur. On va ouvrir une deuxième. E-commerce. Ok. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on voulait voir l'interface admin. Ok. Je crois qu'on avait créé avec un fichier admin. Voilà. Donc ça, c'est l'interface user que je peux créer, ajouter des groupes, des permissions, etc., etc. Donc, on a les commandes, les produits, tout ça en fait, ça permet d'avoir un visuel, de manipuler, d'avoir un visuel directement sur l'interface admin de notre projet. Très pratique. On peut manipuler, ajouter des produits, ajouter des utilisateurs, des commandes, des produits, etc., etc. C'est très pratique. Ok, on va se déconnecter. Un modèle des URL, d'accord, ça c'est les routes, c'est le système routage de Django et les vues, donc en fait tout les requêtes et tout ils passent par là pour envoyer vers la bonne vue, etc. Ok. On a créé une vue pour lister nos objets. Ok, c'est-à-dire qu'on lance nos serveurs, pam, directement on arrive sur la page d'accueil avec tous les objets. Après ça, c'est les objets de données commerce. Hein. Après, il suffit juste d'un peu de CSS pour une belle mise en page, les mettre dans des cases bien alignées et tout. Donc, produit, nanana. Ok, bon. Ah oui, le fichier setting, ok. Le fichier setting, ça c'est la clé hyper importante. Je m'étais attardé 5 minutes la dernière fois. On va pas perdre assez de temps parce qu'on a pas mal de boulot. Les applications, à chaque fois que vous installez quelque chose, bah, vous la mettez dans Installed App, les middleware, les templates, bah, tout ce qui gère les fichiers HTML, CSS et tout, Django, pam, il passe par là, il prend le dossier en question, il sait que tout ce qui est template et tout, il va les trouver dans ce dossier-là. En gros, vous lui mettez le base-deal avec la variable d'environnement de chez Django. Database, bah, on a une database SQLite par défaut. Après, rien ne vous empêche de passer à d'autres databases plus solides, d'accord, en fonction bah, de la complexité de votre projet. Si vous attendez à avoir beaucoup de monde, bah, en fait, bah, il faut mieux vaut passer à d'autres bases de données qui sont plus solides. Ensuite, oula. Alors, ensuite, bah, US, OTC, tout, nos URL pour le statique. Pareil, du coup, ça, c'est le bac du bac. En gros, c'est là où il faut mettre le routeur de certaines applications. Ok. Pom pom pom. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer une page de connexion, une page d'inscription et de faire une petite API. D'accord? On va essayer de fetch bah, tout ça, hein. De fetch bah, tout ça, hein. De fetch
Voilà, tout ça, on va le fetch. Ok, via une API publique. Voilà, tout ça, on va le fetch. Ok, via une API allez, c'est parti. On va le fetch. Ok, via une API. Non, allez, c'est parti. On va le fetch. Ok, via une API. Non, allez, c'est parti. Visual création. Bon, dans la même continuité, on va utiliser les classes offertes par les classes par Django. À savoir, par exemple, Django, il offre le form user création form. À partir de lui, on peut créer des utilisateurs. Après, on utilise la classe pour définir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Okay. Alors, form user création form. Alors, form user création form. Django, on apporte form. Django, on apporte form. Django, on apporte form. Ensuite, on apporte form. J'ai l'impression que le son il bug un petit peu, ça se répète. Le son il bug un petit peu, ça se répète. Le son il bug un petit peu, ça se répète. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ah, allô, allô? Ah, allô, allô? Allô, allô? Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ça répète tout ce que je dis. Alors, un petit instant, je vais essayer de réparer le... En fait, je pense que c'est réglé. Voilà. Et maintenant, répète toujours. Là, c'est bon, je crois. J'ai eu la confirmation comme quoi c'était bon et je peux reprendre. Je peux reprendre. Ok, let's go. Alors, on était où à Django Form? Tac, tac, tac. On va créer notre classe. Classe modèle. On va l'appeler inscription form. Inscription form. Bon, on utilise en héritage la classe de Django. Ok, nickel. Bah, désolé pour le petit incident. Du coup, ça m'a pas eu dans mon élan. Alors, classe création forme. Tac, 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 tac. On va mettre forcément classe méta vu que c'est des métadonnées. Modèle, bah, on apporte user from Django country hot modèle import user. Ok, donc modèle notre user. Notre modèle utilisateur, bah, il utilise en arrière-plan, comme ça Django il sait qu'il utilise le modèle utilisateur. On va mettre un field, hop. On prend le username, on prend le password, on met password 1, on prend le password encore pour demander une confirmation. Ok, on va mettre un petit def save évidemment. En self, on va mettre le commit pour le retarder plus tard, on en aura besoin. J'ai oublié le petit calcul ici. Dev save, on va mettre your, on va mettre en super, on va prendre notre petite inscription, generate virgule, self, on met le commit
Save, on met le commit en false, hop, voilà, on met une petite condition if commit, if commit, user save, ça nous laisse le temps de faire ce qu'on a envie de faire. User.save, hop, on retourne user, ok. Bon, là on a fait une page d'inscription, d'accord, avec Django. C'est lui qui gère le hachage, la vérification de mot de passe et tout. On va voir ça tout à l'heure. Ok, mais on va faire tout d'un coup inscription et connexion. Voilà. Alors, du coup, on a créé notre classe en héritage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire la vue et ensuite faire la patte. Ok. Là, savoir que chez Django, pour pas en fait, à peine on lançait le serveur, on arrivait déjà directement sur la page d'accueil, on avait tout déjà tous nos fichiers et tout qui étaient listés. En fait, là, on peut mettre, à savoir, chez Django, il y a plein de décorateurs. On peut ajouter des décorateurs, ok. Là, on va exiger la connexion pour certains, c'est-à-dire, en fait, vous pouvez exiger la connexion pour certaines fonctionnalités dans votre application. Prenons le cas, par exemple, d'un e-commerce, vu qu'on est en train de faire un e-commerce, ok. Généralement, en fait, vous n'avez pas, en temps normal, pour un e-commerce, vous n'avez pas besoin de mettre login required. Pourquoi? Parce que c'est un e-commerce et le but, c'est d'attirer une certaine clientèle et de vendre vos produits. Du coup, il serait plus logique qu'il soit en public, mais certaines fonctions dans votre application, soit la connexion soit utilisée, comme par exemple le paiement. Ok, il faut se connecter pour pouvoir payer l'article, etc. Ok, mais là on va le mettre pour l'exemple. Ok, from Django.contrib.auth, je vais aller dans décorateur avec décorateur. Je suis pas sûr de l'orthographe. Décorateur, ok, import. Login record. Ok. Alors, normalement, si on actualise, non. Page no found. Ok. Vous avez vu, ça m'a tout de suite demandé de se connecter. Ok. Du coup, on va se connecter. Tac, VS. Ok. On va faire notre petite vue de la classe inscription qu'on a codée. Donc, on va l'appeler inscription. Request, bien évidemment. Petite condition if méthode, non, if request point méthode égale notre poste. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? If méthode request post. À ce moment-là, on appelle notre classe for 1. Ouais, faut que je l'importe peut-être. Donc conforme. Ok. Ok. Request point post. Ok. C'est-à-dire on prend le formulaire d'inscription, d'accord, et on vérifie si fort est valide. Si c'est valide, on enregistre user form point save, ok. On va les connecter direct, logging, user, non, request, user, ok. On va l'importer.
Django. Je crois qu'il est dans haute. C'est pas de bêtises. Point pour logging. Ok. Ok. Là. Return en redirect. On va retourner vers directement en fait une fois que en gros liste produit. En gros, une fois on prend la méthode post, on prend le formulaire à partir de la requête, on vérifie si le formulaire il est valide. À savoir que chez Django, votre formulaire il doit respecter surtout le mot de passe, etc. Ça doit respecter un certain critère. D'accord. Comme par exemple, il doit y avoir un minimum un majuscule de mot de passe. Il faut pas que ce soit trop basique. Il faut qu'il respecte une certaine longueur, etc., etc. Ok. Donc si le formulaire est bon, on enregistre et on connecte directement à partir de ce formulaire là et du token et de la session générée qui est géré en back-end par Django, on redirige directement vers notre vue, à savoir liste produit HTML. Ok. Mais après, vous pouvez très bien ajouter au plein milieu de la requête, si la forme elle est valide, bah en fait d'envoyer un message de confirmation. D'accord, un message de confirmation au mail renseigné. C'est-à-dire en fait l'utilisateur il doit d'abord confirmer son compte via le mail reçu et confirmer son compte pour pouvoir se connecter. Autrement dit, il sera pas entré dans la base de données. Et ça, vous pouvez le faire dans le fichier setting. Une petite parenthèse et je reprends là, je me suis arrêté. Dans le fichier setting, de la même façon que la database. D'accord. En gros, vous allez mettre, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, il y a plein de boîtes mail comme Gmail, comme Proton, comme Yahoo, ils offrent en gros des mails plus ou moins professionnels parce que j'ai oublié le nom qu'on lui donnait, mais en gros, en fait, tu mets le port, tu mets certaines informations générées par le mail, et en fait, euh, ce sera géré automatiquement par Django à travers votre vue connexion qui sera personnalisée, inscription et connexion. Et à chaque fois, ça enverra des mails de confirmation à chaque inscription plutôt, ça enverra des mails de confirmation. Ok. Donc, on en était où? Forme. Ah, dans la vue. Ok, donc, requête, sinon, on renvoie, on voit, inscription forme, hop. En gros, ça recharge la page et ça remet le formulaire à zéro. On retourne en render. J'ai pas inclus non, direct. Donc, render. En guest. Inscription. HTML. Notre petite paire de clés value. Voilà, donc ça envoie le formulaire à nouveau. Tac, tac, tac. La patte. La patte. Ok. Inscription. À partir de notre vue. Le nom de notre vue. Ok. Hop. Je donne un petit nom pour le endpoint. Inscription. Ok. On va faire par la même occasion pour le logging. Mais là, on va utiliser directement la vue de Django. Donc, from Django. Hot. Mais non, c'est pas ici. C'est l'autre.
C'est de le back to back. Ah, ça va, le URL du e-commerce. Ouais, c'est là. Django.out. Country.out import vue. On va lui mettre un alias comme ça va pas. Il va pas y avoir de confusion entre notre fichier vue et l'import. Et cet import là. Alors, pat logging. Non, point logging vue point as vue template name. Il n'y a pas de S. Template name logging.html qu'on va faire tout à l'heure hein, avec les balises Django. Login HTML, on met quoi à la fin, on met quoi? On va mettre un petit nom. Ok. Tac, login vue, name HTML. Donc là, en fait, on dit où on importe directement la vue de connexion qui est celle de Django, logging vue. Ok, on dit au routeur de prendre cette vue là et on lui redirige le get en quelque sorte vers notre fichier logging HTML qu'on va faire plus tard, ok? C'est-à-dire on n'a même pas besoin de faire cette vue, il suffit de la reprendre, d'accord? Virgule. Ok. Donc logging, on va faire les redirections. Hyper important hein, quand vous commencez, si vous voulez commencer un projet Django, n'hésitez pas à lire les ressources. Hein. Hyper important, c'est une mine d'informations énorme. Logging. On utilise les variables par défaut de Django. D'accord, comme ça le Django il sait le variable de Django il sait où sont les fichiers, où rediriger et que faire. Faut vraiment respecter une certaine architecture imposée par Django pour pouvoir le manipuler, développer ce qu'on a envie de développer. URL, on va faire redirection aussi, redirection. Je crois que c'est login, redirection, on va mettre up là-bas. Bon, je crois qu'on est bon. Hein. Template, on va commencer par le fichier login. Du coup, ça c'est notre fichier list. Du coup, hop, on va commencer par expand. En extend notre fichier base HTML. Ok, hop, c'est quoi ça? Ok, on ouvre nos blocs content, hop, on met un petit H1, on va commencer tranquillement, hop, connexion, ok, on ouvre notre CSS token pour sécuriser notre formulaire contre toutes sortes d'attaques, ok, on met nos formulaires, on met notre formulaire, je crois, c'est un form. Toc. Je crois que c'est ici. Un petit doute. C'est un petit doute. Bon, on verra bien. Ok. Alors, connexion, forme. Peut-être mettre la méthode post peut-être.
Ah, ça peut servir. Ok, hop. Voilà. Je savais qu'il manquait un truc. Pom pom pom, on va mettre un petit bouton. Méthode submit. Ok. Se connecter. On va lui mettre un petit bouton. Petite couleur assez sympa. Ma foi. Color. Les bleus, parce que j'aime bien le bleu. Tac tac tac, bouton. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ah, on peut ajouter peut-être une petite redirection. Vu qu'on a une page de connexion et d'inscription, bah autant les relier. Alors là, on est sur la page connexion. Donc, vous n'avez pas de compte. Ouais, je suis pas obligé de vous voyez, si. Tu n'as pas de compte. Tac tac tac. Bon, allez, je vais mettre vert. C'est bien vert. Alors, tu n'as pas de compte. Alors, tac tac tac. On va rediriger vers notre URL. C'est-à-dire, on ouvre une petite balise A. href. Voilà notre vue. Inscription, du coup. Donc, hop, hop. URL, notre vue inscription pour que la méthode soit bien réceptionnée. Hop. Bon, bah, je crois que c'est bon. Hein. Est-ce qu'on peut ajouter encore? Tu n'as pas de compte? Allez, bien, inscris-toi. Inscris-toi, tu n'as pas de compte? Bah, inscris-toi, poteau. Inscris-toi. Ok, bah là je crois que c'est bon, je vois pas ce qu'on peut ajouter de plus. De toute façon, on va pas trop s'attarder là-dessus. On ferme notre balise, on ferme pas, bon, on aura. Ça va pas plaire à Django, hein, il va vous générer là les 0 à 404. On va éviter le locking, bah, vu que c'est la même chose, on a juste à dupliquer. Sauf que là, on va réadapter ça, inscription. Inscription, fort, texte, s'inscrire. Ok, voilà. Connexion. Vue logging. Hop. Connecte plutôt. Liste, produit, bon, je pense que bon. Ouais, on va tester ça pour voir. Ça m'étonne que ce soit bon. Ah. Ah, si. Qu'est-ce qui se passe? Account, logging, not found. Alors, où est-ce qu'on s'y courait? Bon, moi je pense pas en façon secret, ça doit être là. Le get post. Ah. Non, de toute façon, ça c'était la prochaine erreur. Ça, si c'est la post inscription, normalement. Attends. Attends, c'est peut-être les variables. Ouais. Je crois que c'est l'inverse. C'est login URL. Je pense. Ok.
Login URL or redirection. Parfois, mieux vaut ouvrir de nouvelles fenêtres. Ah, voilà, tu vois. Faut ouvrir des fenêtres parce que Django, euh, quand vous développez, en fait, le navigateur, il conserve certains cookies. Et du coup, en fait, vous avez beau, par exemple, changer de CSS ou quoi, bah, en fait, il va toujours conserver ces cookies-là. Et pour lui, c'est la bonne version. Et toi, en fait, t'as peut-être modifié un truc en CSS ou quoi, ou n'importe quoi. Et en fait, pour toi, il y a un problème. Mais en fait, t'as déjà corrigé le problème. Du coup, faut pas hésiter à ouvrir de nouvelles fenêtres, ok? Comme ce que je viens de faire là. Donc, inscris-toi. Donc, voilà, on a fait... génial. Okay. Donc, voilà notre page connexion et d'inscription fait assez facilement, ma foi, j'ai envie de dire. On peut se connecter, d'accord. Donc, il faut savoir que faut que ça respecte un certain critère. Hein. Donc, au niveau sécurité, on est vraiment à jour, d'accord, en matière de sécurité. De protection de données, etc. Chez Django, quand vous développez une application, c'est tout ça. Ça a une grande communauté derrière qui fait des mises à jour régulièrement, d'accord, et elle est toujours à la page en matière de cybersécurité, en matière d'application web, ok. Donc, faut que ça respecte un certain critère. Donc password, il peut pas être similaire. Il peut pas être similaire à d'autres informations personnelles. Il doit avoir au moins 8 caractères. Il faut pas utiliser un password qui est commun. Il faut pas qu'il soit entièrement numérique. Vous voyez bien que Django il impose une certaine rigueur pour avoir une certaine sécurité, j'ai envie de dire. Par contre, ça va pas te décrire un scripto avec un T. C'est pas bon ça. Les calculs sont pas bons. Tic, 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 tic. Ok. On va essayer de se connecter. Encore mieux, on va s'inscrire. Test 2, on va mettre Azerty 95 en majuscule. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Je crois qu'il manque un petit truc, il manque un petit bouton de déconnexion pour revenir à la page d'accueil. Voilà, la même chose que logging. D'abord, on va logout redirection. Logout redirection URL. URL égale la page d'accueil, c'est bien, logging, c'est cool. Tac, 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 ok, ok, ok. On va les mettre la vue, on va le mettre dans liste produit avant le endblock. On va faire un petit form. Du coup là, accent, URL. Je vais le faire. Hein. Lookout. Hop, URL. Form, action, méthode, en poste. Ok. On fait appel à notre CSF token. Form. On va mettre un petit bouton.
bouton, méthode, non, type, color, une couleur, allez, rouge, rouge c'est bien, vert, rouge. Il va manquer du blanc. Voilà, hein. C'est déconnecté. On va revenir à notre vue, on va utiliser la même chose que Watt. Ok, en logout, haute vue. Dans ce cas-là, c'est plus login vue, mais logout vue. Logout vue, point, as, vue. C'est next template. Ok, point, name, point, logging. Ok. On va voir. Ok, this is not defined, determine, ok. Ah, je sais plus les trucs. Il faut qu'on ouvre les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ça vient peut-être de là. Form, handbook, non, c'est bon. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Handbook, c'est, on a notre token. Bon. Attends. C'est peut-être dans le setting, à mon avis, il y a du setting encore. C'est logout, redirect URL. Je crois que c'est redirect. Je pense. Si, je crois. On va pas tarder à savoir. Non. Form, action, méthode, post. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, c'est bon. Puis, un different for, un bloc il est bien là. On va mettre le bouton unit.
Méthode, bonne, c'est normalement c'est action, URL. Ah, attends. Est-ce que je me suis pas trompé ici plutôt? Su. Autre vue, point local, vue. Je reprends. Je vois pas. Non. On va mettre ça en commentaire. On va passer à autre chose pour pas perdre de temps parce qu'il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous montrer. Voilà. On va le mettre en commentaire et on y reviendra. On va sérialiser. Ok. Ah, attends. URL logging. Non. Ah, j'ai bien fait une parenthèse et tout. Non, c'est bon. Ah, URL, logout, notre vue. Et bien non. Plutôt ici. Logout.autvue, logout vue, setting, logout. Allez, dernier essai avant de passer à autre chose. Peut-être c'était la redirection qui posait problème, logout, redirection. Normalement c'est redirect URL ou redirection. Non, je crois que c'est redirection. Bon, allez, on va pas perdre de temps. Hop, on y reviendra. Ce que je voulais voir, c'est la sérialisation, c'est-à-dire qu'on va, après s'être connecté. Donc, l'objectif, c'est de faire une petite API qu'on va pouvoir scroller avec des requêtes, ok. Ok, let's go. Donc, on va créer un petit fichier serializer. Voilà. Puis, ok. Est-ce que j'ai besoin de d'autres fichiers? Non. Donc, Django from REST. Donc, une API, c'est quoi, les gars? Qu'est-ce que c'est une API? C'est un concept qui est très important et central dans le monde de la tech ou dans le développement, peu importe. Okay. Chez Django, on a ce qu'on appelle REST Framework de Django. Django REST Framework. Ok. Donc c'est un outil, c'est un DRF de Django qui permet de créer des applications web facilement, proprement et rapidement et très sécurisé. D'accord. Donc on va commencer par installer, par importer notre serializer. Ok, mais pour ça, il faut bien connaître, le DRF de Django. Pour ça, je vous invite à aller checker sur GitHub RESTful Django et naviguer à l'intérieur du repo pour bien le connaître, ce qui vous permettra de créer de façon assez intuitive, j'ai envie de dire, des API pour vos applications. Ok. Import serialisateur. Bon, forcément, on va appeler notre modèle. Comment il s'appelle notre modèle? Je crois que c'est produit. Ouais. Produit.
Import produit. Comment on va l'appeler? Comment va-t-on l'appeler? Allez, produit serializer. Produit serializer. On va appeler notre import serializer.s. Model serializer, mais sans S. Ok. Donc, ok, c'est bon à ce moment-là, vu que c'est en méta, on voit en métadonnées. Donc c'est la même chose, c'est le même concept que ce qu'on a fait dans notre forme, dans notre formulaire d'inscription, d'accord. Donc on agit en arrière-plan avec Django pour qu'il fasse ce qu'on a envie de faire à travers des classes et des méthodes qu'on importe pour développer rapidement. Donc à ce moment-là, vu qu'on a importé notre produit, notre modèle du coup c'est plus user qu'on avait importé grâce à Form, mais notre modèle maintenant c'est Django. Donc on dit à Django de prendre notre modèle produit, d'accord, pour sérialiser et désérialiser, d'accord. Donc à ce moment-là, fil, tout à l'heure, parce que c'est vrai que tout à l'heure lors de l'inscription, en fait, on a des champs qui sont énormes, hein, mais j'ai pris juste username et mot de passe pour faire simple, d'accord, que ce soit pour l'inscription ou pour la connexion. Non, pas pour l'inscription plutôt. Mais en gros, vous avez birthday, vous avez les dates de naissance, ville, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais à ce moment-là, vu que là, je vais vous montrer une API, on va essayer de tout faire, d'accord. C'est-à-dire de tout sérialiser et désérialiser, ok. Donc voilà pour ce qui est la première partie. Ensuite, on va faire une petite vue sur notre fichier vue, d'accord. Donc, toujours from REST framework. Ok, on apporte quoi cette fois-ci? Non pas serializer, mais des génériques. D'accord. Mais générique, c'est quoi en fait? C'est des fonctions qui sont génériques, c'est-à-dire vous allez créer une API avec des méthodes qui existent déjà, qui sont basiques, qui sont partagées dans toutes les API. Mais en gros, nous, pour simplifier, on va utiliser ce genre de méthode, mais rien ne vous empêche de créer vos propres méthodes grâce à API Vue facilement et de personnaliser les méthodes, de les faire. C'est comme si vous faites en classe Python, par exemple, vous allez prendre une super classe en héritage. Ok, votre sous-classe, vous pouvez très bien la personnaliser, mettre vos propres méthodes, setter, getter, etc. Ouais, c'est la même chose pour les API. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc on prend générique, on apporte notre petit modèle si ce n'est pas déjà fait. On va peut-être les faire en haut. Produit ci, je l'ai importé. Alors, arrêt générique, modèle, je crois que c'est bon. Ok. Classe, comment vous l'appelez on va l'appeler list create produit. Ok. Générique. Générique point. Comment ça? Générique point, je crois que c'est list create API vue. Ouais. List create API vue. Ok. Ok. List create API vue. On va prendre en query set. Ok. Query set. Query set égale produit.object.all. On va y revenir. On va utiliser serializer class serializer. Ça égale
le fichier qu'il faut que j'importe d'ailleurs, notre classe, deserializer, from, for, non, c'est-à-dire, on va appeler comment, produit serializer. Ok. Hop. Ok. Tac. Du coup, ça veut dire, on va mettre l'API. Donc, on va mettre la patte. On va faire un petit topo API. Produit. Hop. Du coup, vu notre classe. List produit, ouais, c'est ça, la list produit, create, point, as, vue, hop, on va lui mettre un petit name, produit. En gros, Django, il va recevoir une requête, ok? Django, il va recevoir une petite requête pour notre API, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la checker dans le retour. Ok, parfait. J'ai trouvé une petite requête. Il y a bien une vue de mon application. Pam, il va nous rediriger vers notre vue. Tac, hop, QL7 la requête. Donc en fait, la requête, elle peut être personnalisable. C'est-à-dire en fait, on peut choisir ce qu'on a envie de prendre ou de ne pas prendre, d'accord? Quand on interagit avec des API, quand vous allez mettre de la documentation pour interagir avec des API. Du coup, QL7, elle fait quoi? Elle interroge, elle stocke tous les produits, les instances de produits dedans, d'accord? Donc, la requête, on peut très bien interagir après avec QL7, d'accord, pour prendre ce qu'on a envie de prendre ou tout afficher simplement, d'accord. Et serializer class, produit serializer, en fait, c'est ce qui nous permet de serialiser et de déserialiser en arrière-plan, d'accord. Donc, on a créé notre classe de produit, deserializer all, pour serialiser, déserialiser. On a fait notre petite vue API, d'accord. Bah maintenant, place rotation, oui, tiens. Donc on va faire une petite, non, vous savez quoi, on va ouvrir carrément une nouvelle session. On va faire un cœur, http. On va mettre en localhost. Notre port par défaut. Hop, API, produit. Non, ça marche pas. Alors, est-ce que je me suis trompé dans ça? Ou c'est peut-être le serveur? Attendons de voir. Qu'est-ce qu'il dit le serveur? Should return include a serializer code, get a serializer class, mettons include serializer class. Sauf si je me suis trompé. Ah ouais. Qui est son trop. Ok. Voilà, c'est magnifique. Donc, on a créé une API, d'accord? Bah, en fait, on a fait une requête à travers un autre environnement, d'accord? Rien à voir. Donc, l'API, ça nous dit qu'elle est publique, d'accord? Et que n'importe qui, grâce à une simple requête get, peut générer tous les produits qui ont été serialisés, déserialisés et contenus dans le QL7, ok? Donc tout ce qu'on a dans notre produit ici, on a réussi à l'avoir via une API. Mais une API, c'est ça à quoi déjà? Une API, en fait, c'est quoi déjà? J'aurais peut-être dû commencer par là-bas. Une API, en fait, imaginez vous êtes dans un restaurant, ok? En fait, une API, c'est comme un serveur dans un restaurant. Un serveur, il va venir, il va prendre votre commande, ok? Il va dire, ouais, monsieur, vous voulez quoi? Ok, moi, je veux le plat du jour. Bam, il prend la commande. Tac, il l'emmène où? En cuisine, ok? Le cuisine, c'est quoi? C'est la base de données. Il l'emmène en cuisine et chef, je veux un plat du jour. Ouais, ok, c'est bon, vendu. On te donne le plat du jour, pam,
tu l'envoies au client. Donc c'est ça, c'est vraiment un serveur. Une API, c'est un serveur, ok, qui interagit avec la base de données. Et c'est exactement ce qu'on a fait. À savoir aussi, il existe plusieurs types de bases de données. D'API. On a les API publiques, en l'occurrence, ça là. Je vais pas trop m'attarder là, j'ai dépassé l'heure, encore une petite 5 minutes pour vous expliquer deux trois trucs pour les API. Donc on a les API publiques où n'importe qui peut interagir avec eux, les fetch, faire du scrapping, etc. Mais on a chez Django, juste pour terminer une petite parenthèse pour les API publics, vous pouvez définir des tokens d'identification, c'est-à-dire en fait vous pouvez mettre des restrictions et la mettre en privé. Et c'est là où j'allais en venir. Donc il y a aussi les API privés, d'accord, qui sont internes à l'application, ils sont pas partagés. Chez Django, vous pouvez faire ça, vous pouvez rendre votre API en privé en mettant juste des tokens d'authentification et des restrictions et des permissions. D'accord? Donc, pas n'importe qui pour interagir avec, mais selon les permissions que vous avez définies en gros. D'accord? Il y a aussi des API, ce qu'on dit partagés, d'accord? C'est-à-dire en fait vous allez sur votre application, vous allez donner accès à une petite partie de l'API. C'est-à-dire je sais pas, admettons j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais en fait vous mettez juste une petite partie à disposition d'un client et pas l'entièreté de l'API. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que ça va vous aider un petit peu pour vos projets portfolio. Et j'espère que j'ai pu démontrer à travers ces deux live coding la puissance de Django et tout ce qu'on était capable de faire avec Django. Voilà, voilà. Merci tout le monde. Salut.